C'est du jamais vu, ça arrive dans quelques jours. Des milliers de volontaires, plus de 200 bateaux, venus de 44 pays, prêts à défier un blocus maritime vieux de 18 ans. Imaginez l'impact que ça pourrait avoir. La Global Sumud Flotilla, lancée en juillet 2025, c'est une coalition de plusieurs ONG, avec activistes, médecins, avocats, journalistes, artistes. Plus de 6000 personnes de 44 pays. Leur mission, briser le blocus maritime imposé à Gaza par Israël, un blocus jugé illégal, une punition collective selon le droit international. Plus de 200 bateaux, petits et moyens pour être rapides et mobiles, vont partir de plusieurs ports. Espagne le 31 août, Tunisie et d'autres pays le 4 septembre et même Malaisie dès le 23 août. Ils veulent ouvrir un passage humanitaire par la mer en évitant les contrôles terrestres trop stricts, inefficaces, parfois dangereux. C'est la réponse aux échecs récents. Les bateaux Madeline en juin et Andala en juillet ont été stoppés net par l'armée israélienne. Mais cette fois, c'est massif, diversifié, préparé juridiquement et totalement non violent. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, on attaque avec quelques vidéos aujourd'hui. J'ai vu ça passer vite fait. À ce qui paraît, les mecs à Gaza, ils sont en cours de soldats. Donc, alors là, c'est un truc de fou. Parce qu'à ce qui paraît, ça, elle veut recruter maintenant dans la diaspora française et américaine. Objectif, combler le déficit de 10 à 12 000 soldats. Sérieusement, hein? Ils ont un déficit de 10 à 12 000 soldats. Ça t'intéresse? Bon, je ne vous parle pas là d'un stage d'été où on envoie nos gamins. Hein. Non, 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 non. Là, on est en train de parler d'envoyer des jeunes aller tuer, bombarder, participer à un massacre. Donc, je vous pose la question, qui veut aller tuer des enfants pour ça? Il y a eu cette information qui a été donnée ce matin à la radio israélienne, celle que Tsahal veut mobiliser la diaspora et notamment les jeunes français et américains de 18 à 25 ans pour venir dans l'armée israélienne parce que face à la pénurie de soldats estimés entre 10 et 12 000 soldats manquants dans les rangs de l'armée israélienne et face à la non-conscription des ultra-orthodoxes, eh bien l'armée est obligée de penser à différentes options. Donc, dans un premier temps, eh bien, 600 à 700 volontaires pourraient être enrôlés chaque année. Et puis ensuite, eh bien, selon la direction des ressources humaines concernant ce projet, le potentiel de recrutement pourrait s'élever à 10 000 Français ou Américains, eh bien, chaque année. Alors l'armée. Quand un Français partait pour Daesh, vous vous rappelez? On l'arrêtait quand il revenait, on le jugeait, à juste titre. Mais là, est-ce qu'on va faire pareil pour eux? Parce que ça, elle veut recruter en France et aux États-Unis. Bon, à moins que je commets une erreur. Comme je dis toujours, il faut toujours me corriger si je fais une erreur. Daesh faisait la même chose. Donc, c'est quoi la différence? Ouais, je vois déjà ce qu'ils vont me répondre. Je le vois d'ici. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Mais par contre, comme je vous vois venir, je veux juste répondre pour anticiper la réponse de certains. Je veux juste anticiper en disant que ce qui se passe est reconnu comme génocide et une épuration ethnique. Donc, si vous partez à votre retour, vous devez être arrêté exactement comme les jeunes qui partaient pour Daesh. Ces gens-là qui vous ont vendu une guerre à la télé, ces gens qui vous disent qu'il nous manque 10 à 12 000 soldats, on doit les recruter dans la diaspora française et américaine. Les enfants de ces personnes-là, ils sont où? Pourquoi ils ne vont pas? Pourquoi ils n'y vont pas eux au front? Pourquoi ils vous envoient vous? Le fils de Meir Habib, le fils et la fille de Goldnadel, les enfants de Nili, de Barbara, de Jean Messia, de Caroline Forest. Tous ces gens... Caroline Forest, elle n'est pas... Enfin bref. Tous ces gens-là, leurs enfants, pourquoi ils n'y vont pas au front? Ils devraient être le premier qui vous vendent une idéologie supérieure. Donc c'est à eux de montrer l'exemple, c'est à eux d'envoyer leurs enfants pour dire, regardez, j'y crois en ce que je fais, j'y crois tellement que j'envoie mon propre fils aller se battre pour notre nation. Facile, hein? C'est facile hein, d'envoyer les autres mourir, hein? Quand vous restez bien au chaud. Le Hamas a donné une réponse positive à un plan prévoyant un cessez-le-feu de 60 jours. Et aussi à une libération de 10 otages vivants, puis les dépouilles.
soir, les pays médiateurs transmettent une nouvelle proposition au Hamas et aux factions palestiniennes terroristes dans la bande de Gaza, avec comme impératif une réponse dans les prochaines heures. La réponse est intervenue en début de soirée de la part du Hamas. Il y a quelques instants, Israël a officiellement obtenu la réponse qui serait donc affirmative de la part de Hamas, de l'organisation terroriste. Alors que contient ce plan? Eh bien, une libération de 10 otages vivants dès le premier jour du cessez-le-feu de 60 jours, puis une restitution, la restitution de 15 dépouilles, assortie évidemment de l'aide humanitaire qui rentrerait en masse dans la bande de Gaza. Un cessez-le-feu, comme je l'ai dit, de 60 jours. Ce n'est qu'au 60e jour que tous les otages restants seront libérés, à condition que le Hamas et Israël trouvent un terrain d'entente pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. Ici, les amis, je reprends juste le tweet de cette personne qui m'a beaucoup plu, en fait, voilà. Donc, il s'appelle Rafik Shekat, Shekat. Excuse-moi si j'ai détruit ton pseudo, mais bon. Voilà, je reprends son tweet parce que j'ai vraiment aimé son tweet. Free Palestine égale antisémite. Infada égale antisémite. CPI égale antisémite. ONU égale antisémite. Reconnaissance de la Palestine égale antisémite. C'est simple. Tout ce qui s'oppose à la folie meurtrière et destructrice israélienne est qualifié d'antisémite. Absolument partout. Je partage ce tweet sans faire mes propres commentaires parce que je l'ai trouvé simple, direct et ça dit tout. Monsieur le ministre, nous avons été capables dans cette enceinte de nous lever unanimement et de faire silence pour les victimes des actes terroristes du 7 octobre. Nous avons été capables de réclamer unanimement la libération des otages. Vous êtes incapables de la même unanimité pour dénoncer le génocide à Gaza, incapables de la même unanimité pour reconnaître l'État de Palestine. Vous ne répondez pas, vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire et face au drame qui se joue là-bas. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous. Madame la Présidente, monsieur le Premier ministre, pourquoi M. Netanyahou, à la tête d'un des États les plus militarisés du monde, a-t-il peur d'un petit bateau rempli de farine, de lait pour nourrissons et de médicaments? Pourquoi s'être comporté comme le chef d'un gang de voyous, en l'interceptant en pleine mer, violant les conventions internationales, foulant aux pieds le droit humanitaire et les valeurs fondamentales de toute civilisation? Rima Hassan, Greta Thunberg et leurs compagnons n'ont brandi aucune arme, si ce n'est celle de la morale, d'un cri qui se propage à travers la planète. Assez de femmes, d'hommes, d'enfants affamés, bombardés, asphyxiés, assez du massacre. Face au génocide, aux quatre coins du globe, les consciences s'éveillent. Enfin, les foules se lèvent. Le silence se brise jusqu'au cœur de la société israélienne. Monsieur le Premier ministre, dans quelques années, nos enfants, instruits par les récits et les images dont nous disposons déjà, nous demanderont « Qu'avez-vous fait ?» Alors là, c'est hallucinant, mais vraiment hallucinant. Quand il s'agit de Poutine, on dit « Oui, il faut arrêter. Point final. » Clair, net et précis. On ne cherche même pas d'ambiguïté, on ne cherche même pas à justifier. On dit il faut l'arrêter. Mais dès qu'on parle de Netanyahou, enfin, là on reconnaît quand tu cherches les mots, quand tu cherches quoi dire. Vous savez, dans la démocratie, ça c'est le de Netanyahou. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'appelle ça une farce. C'est une farce. Il y a un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Est-ce que tout pays de l'Europe doit l'appliquer si M. Poutine met un pied en Europe? Tous les pays européens sont signataires du traité de Rome. C'est la base. Donc il faut suivre le traité de Rome. Donc il faut l'arrêter. Oui. Même question pour Benjamin Netanyahou. Lui aussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. S'il met un pied en Europe, est-ce qu'il doit être arrêté?
Oui, c'est aussi le traité de Rome. Tous les pays qui en sont signataires doivent le respecter. Donc, s'il est à Paris, par exemple, il doit être arrêté. À la fin, tous les pays doivent décider par eux-mêmes. Mais en principe, ils doivent suivre le traité qu'ils ont signé. C'est comme si... ouais, tu vois, tu cherches. Tu as vu? C'est comme si... c'est comme si tu signais un contrat locatif. Puis, bordel. Maintenant, je vais comme ça y penser tout le temps. C'est comme si tu signais un contrat de location avec un propriétaire. Le contrat dit clairement, tu dois payer le loyer chaque fin du mois. Ben oui, tu vis, tu manges, tu nettoies, tu fais ce que tu veux, tu sors. Et puis à la fin du mois, tu payes. Mais à la fin, imagine que le propriétaire vient et te dit, oui, en principe, tu dois payer ton loyer, mais en vrai, c'est toi qui décides hein, si tu veux payer ou pas. Tu vois l'absurdité? Si chacun décide au cas par cas, le contrat n'existe plus, il ne sert à rien. S'il n'est pas contraignant, c'est juste une illusion de règles. Et c'est exactement pareil avec le traité de Rome. Soit on applique le mandat d'arrêt à tout le monde, Poutine, Netanyahou, peu importe qui vous voulez, soit ça ne vaut que dalle. Shell Gumi, les amis, vous avez vu Shell Gumi? Shell Gumi en Belgique, regardez-le. Bon, j'ai coupé le son, parce que voilà, il y a quand même des gros mots qui se disent là-dedans. Bon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens des vidéos, je vous mets dans la description. Allez le voir si vous voulez entendre les mots qui sont dits. D'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont écrits. Allez voir. Ça, c'est Shell Gumi quand il vient en Belgique. Comment on l'a accueilli. Le ministre, les amis, extrême droite d'Israël, Itamar Ben-Gvir, on dirait un flamand. Il a ordonné d'afficher des ruines de Gaza dans les prisons pour que les détenus palestiniens voient leurs maisons détruites. Ça leur fait plaisir. En faisant cela, que crois-tu comme ressentiment peut sortir de ces prisonniers? Mais quand tu montres en plus leurs maisons détruites, quand ils voient ces horreurs, que penses-tu qu'ils ont comme ressentiment au fond d'eux? Alors ne viens pas me parler que nous voulons un jour vivre en paix avec ces gens. C'est faux. Parce qu'en faisant cela, tu ne pourras pas vivre en paix avec moi. Parce que tu es en train de s'aimer en moi une... En fait, non, tu l'as déjà sémé. Mais tu es en train d'arroser cette graine. Et vous savez de quelle graine je parle? Le mouvement BDS France, les amis. Alors, BDS France, allez voir sur YouTube, vous verrez. C'est une branche française du mouvement international boycott, en fait. Comment dirais-je? C'est une association qui a été fondée en 2005 pour faire pression sur Israël, quoi. Allez voir sur Internet, vous verrez. Il y a une meilleure définition que ce que je vous donne. Jamel Debbouze, on en parle. Ce mec vient de se faire épingler parce qu'il vend dans son restaurant des vins de colonies israéliennes, c'est-à-dire des vins de colons israéliens, des vins de personnes qui ont volé, qui ont peut-être assassiné des Palestiniens pour récupérer leur maison, leur territoire, leurs vignes. Pendant que toi, tu es en train de regarder si ta mangue vient du Pérou ou d'Israël, lui, il passe commande directement aux colons israéliens pour leur demander du vin. Tu es en train de me dire que nous, depuis 2 mois, on voit des enfants mourir de faim. Et lui, il passe commande directement pour financer la bête. Pardon, bref, donner de la force au BDS, c'est eux qui ont épinglé Jamel Debbouze, et aussi, merci de boycotter tout ce qui vient de Debbouze. En tout cas, il a adressé une lettre à la date du 8 août 2025 au responsable du restaurant Darmima, situé sur le toit de l'Institut du monde arabe à Paris, fondé par Jamel Debbouze et Laurent Gurkeuf. Je me demande si ce n'est pas le frère ou de la famille du joueur, du footballeur, là. Gurkeuf, enfin, pour ceux qui connaissent. Dans cette lettre, BDS France exprime sa vive indignation concernant la vente de vins israéliennes, certains provenant de Golan,
territoire syrien considéré comme illégalement occupé par Israël. Les critiques principales formulées par BDS sont: ces vins seraient déjà un médiocre. Serait déjà un médiocre et peu servi ailleurs à Paris. Donc pour aller acheter des vins qui sont vraiment complètement médiocres et le vendre chez soi, qui ne sont pas vendus ailleurs et que ton restaurant est reconnu comme... Tu vois genre, c'est que tu dois vraiment avoir besoin de faire de la lèche comme il faut, quoi. Ok? Oui, excuse-moi, parce que tu regardes quand même l'intérêt de ton commerce. Tu ne vas pas vendre quelque chose qui ne marche pas, que personne d'autre ne vend et qui est médiocre. Si tu le fais, c'est que... Pouah, oh là, la langue... Avant de lécher le mec, la langue, elle lèche le sol pendant 5 mètres, quoi. Mais Dieu, t'es... Bon, allez, revenons. Deuxièmement, le fait qu'Israël ne fasse pas partie du monde arabe, c'est qui rend l'offre incohérente avec l'identité supposée du restaurant. L'absence de la carte de vin sur leur site web de l'établissement est aussi révélatrice du malaise. Dans le contexte du conflit en cours à Gaza, BDS estime que la vente de ces vins contribue à l'économie de guerre et constitue une insulte à l'humanité et demande de retirer ce vin de la carte rapidement. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié à la faire pour vous. Tu sais pas quoi mettre dans les commentaires, mais juste courage Gaza. Pourquoi courage Gaza? Pour remercier les 200 bateaux et les 6000 volontaires qui vont risquer leur vie pour casser le blocus à Gaza. Risquer leur vie, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais avec Tzahal, on ne sait jamais avec Netanyahou qu'est-ce qui peut se passer. Sur ce les amis, paix sur vous tous et j'espère vous retrouver d'ici quelques jours. Ciao.